Sans plus attendre, Sean DeClean, alors vous avez aussi son biodata, je vous l'ai dit avant, il vient de Yara, il a été le vice-président à Agra, il est maintenant le World Economic Forum, il est bien entendu, maintenant il est le leader de l'initiative sur les systèmes alimentaires et le membre du comité exécutif aussi. Donc il a le niveau politique, le niveau bien entendu secteur privé qui nous intéresse parce qu'on a aussi besoin de financement, d'investissement. Donc Sean nous parlera un petit peu de l'aspect innovation qui lui tient beaucoup à cœur, les investissements, mais aussi il est facile de dire on peut passer à une transition alimentaire, mais quelles sont les mesures incitatives qui pourraient être en place. Donc merci de nouveau dans un agenda très très occupé d'avoir trouvé un petit moment pour venir de Genève. Merci beaucoup, Sean. Thank you. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, même si c'est le dernier numéro de notre briefing, c'est bien triste. Je crois que nous pouvons aussi nous féliciter de tout ce qui a été fait jusqu'ici. Je travaille depuis de nombreuses années avec le CTA, j'en ai appris beaucoup, je crois. Je crois que ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde, et Patrick l'a bien dit, ce que l'on voit, c'est qu'il faut repenser la manière dont on envisage notre approche à l'alimentation. Il faut que l'on envisage de nouveaux systèmes bien plus exhaustifs et globaux. Et c'est très difficile. Les systèmes alimentaires jouent un rôle absolument fondamental. Ils permettent de produire des aliments, mais pas seulement. La santé de notre société en dépend. Ce que nous allons voir, c'est de plus en plus de crises au niveau mondial liées au régime alimentaire. Et la question sera de savoir comment relever ces défis. Les défis sont également environnementaux, bien sûr, puisque de plus en plus on se concentre sur le rôle que l'alimentation peut jouer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en tant que moteur d'une solution très forte, c'est-à-dire être en mesure de nous aider à stocker ou à capter le carbone. Je pense à la question des sols. Patrick l'a très bien dit. Comment l'agriculture peut-elle répondre aux problèmes, mais pas seulement? Comment les systèmes alimentaires peuvent-ils devenir une partie de la solution? Pour le faire, il faut que le rôle de nos agriculteurs soit mis en avant, que le système soit toujours plus équitable, plus durable. Il faut trouver cet équilibre entre la composante sociale, environnementale et sanitaire. Nos systèmes alimentaires devront être bien plus inclusifs en ce sens. Ils devront nous permettre d'assurer une cohésion sociale forte. La faille entre les zones rurales et les zones urbaines doivent être remplies. Les systèmes doivent être de plus en plus durables. Il faut répondre à la question des limites de notre environnement. Il faut que nos systèmes soient de plus en plus efficaces. 30% de notre production alimentaire est gaspillée ou perdue, cela ne peut pas continuer. Il faut repenser notre système afin d'avoir une alimentation plus efficace, oui, mais aussi plus saine, je l'ai dit, du point de vue purement nutritif. Si nous nous concentrions tout simplement sur les défis, nous pourrions dire que l'avenir, finalement, ne nous permet pas d'être optimistes. On a parlé de systèmes brisés et on peut facilement se dire que les problèmes sont si nombreux qu'il est impossible de savoir par où commencer. En même temps, je crois que parce que nous sommes aujourd'hui à un moment charnière, parce que nous sommes à la croisée des chemins, nous avons la possibilité de prendre un peu de recul. Parce que si l'on se concentre par exemple sur les technologies à notre disposition, alors on peut être tout d'un coup beaucoup plus optimiste.
Tout dépend du point de vue que l'on adopte. La manière dont nous intégrerons ces questions, dont nous travaillerons aux ODD 2030, tout cela dépendra beaucoup d'un certain nombre de choses, et notamment la refonte totale de la manière dont nous coopérons. Les partenariats traditionnels qui ont été les nôtres jusqu'ici ne fonctionneront plus à l'avenir. Si l'approche doit être exhaustive, elle doit être d'abord repensée. Je suis d'accord avec Patrick pour dire que les économies d'échelle ne suffiront pas pour que nos projets pilotes deviennent une solution. Il faut bien sûr tester la viabilité des modèles que nous voulons créer, mais nous devons aussi et surtout repenser notre coopération. L'approche juridictionnelle, par exemple, doit nous permettre d'avoir une perspective à la fois environnementale, sociale et de durabilité, ainsi que sanitaire et nutritive. Cela veut dire qu'il faudra faire travailler ensemble des partenaires qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et ce, de manière tout à fait différente. Il faudra ainsi s'intéresser à l'approche que nous avons de l'innovation, l'harmonisation de nos politiques, et ce, de manière bien plus rigoureuse, plutôt que de se dire le ministère de la Santé travaille en silo, le ministère de l'Agriculture en silo. Non, il faudra que l'innovation, la technologie et les données travaillent de manière tout à fait différente. Les partenariats qui doivent être créés sembleront peut-être contre nature, mais ne le seront pas. Le Forum économique mondial a été pleinement engagé dans le cadre d'initiatives comme la croissance pour l'Afrique et la croissance pour l'Asie, des partenariats innovants à leur époque. Et cela nous a permis de nous rendre compte qu'il allait falloir avoir une approche bien plus exhaustive. Nous avons essayé jusqu'ici de construire une alliance plus vaste, et cela doit nous permettre bien de rapprocher des partenaires qui ne se connaissent peut-être pas et qui doivent pouvoir créer ces nouveaux écosystèmes. La question étant, quels sont les nouveaux partenariats dont nous avons besoin? Quels sont les modèles de gouvernance, les plateformes que nous allons utiliser et adopter? Qu'allons-nous faire pour pouvoir créer ces nouvelles plateformes, ces nouveaux écosystèmes? Ce sont des centaines de millions de petits agriculteurs qui travailleront avec des acteurs commerciaux, de la finance, des institutions internationales, de la science, du secteur université, de la recherche. Tous ces acteurs travailleront ensemble au travers de systèmes de plateformes bien plus complexes que nous connaissons actuellement. La question des systèmes de données qui doivent être transférés ensuite aux agriculteurs afin qu'ils travaillent de plus en plus efficacement, qu'il s'agisse d'améliorer la situation nutritionnelle et sanitaire dans différentes régions du monde, afin que le système soit aussi exhaustif que possible. Il sera également nécessaire de s'intéresser à l'innovation en tant que telle. Nous allons avoir besoin de nouvelles dynamiques. Cela doit nous permettre d'être de plus en plus en mesure d'affronter l'innovation et de nous en servir. Il peut s'agir d'innovation politique, en matière de partenariat aussi, je viens de le dire, innovation dans l'utilisation des technologies du numérique. Le CTA, bien sûr, s'est toujours placé en première ligne sur ce dossier. Il faudra exploiter pleinement le potentiel de ces nouvelles technologies, ce aussi rapidement que possible. Les composantes numériques de ces phénomènes. Le Forum économique mondial a publié un rapport sur l'innovation il y a 2 ans, et dans le cadre des recherches pour ce rapport, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau mondial, dans le secteur agricole,
Alors que le secteur médical pouvait se prévaloir de 18 000 startups et de millions d'investissements, les systèmes alimentaires ne disposaient que d'un dixième de ce budget, de ces investissements. Nous avons montré dans ce rapport qu'il n'existait qu'un millier de startups dans ce secteur et peut-être que 10 ou 15 milliards de dollars d'investissement. Alors que ce sont des secteurs relativement similaires en taille. Il existe donc un vrai fossé à combler et un énorme potentiel. Les retombées sont non négligeables, bien sûr. Regardez les protéines animales, par exemple. Si l'on réduit, et nous en parlerons, si l'on réduit, disais-je, notre consommation de 10 à 15% de protéines animales, ce sont 200 à 500 millions d'hectares de terrain qui seraient libérés. C'est la moitié du territoire européen. Ce sont des territoires énormes qui pourraient être utilisés pour diversifier nos cultures. C'est énorme. Si tous les petits agriculteurs, si l'on avait un accès simplifié grâce à la téléphonie mobile à des données de bonne qualité, on pourrait, pour les petits agriculteurs, avoir 100 à 200 millions de dollars de plus de revenus. Les retombées seraient énormes pour les déchets, le gaspillage, les émissions de CO2. Quand on pense aux technologies renouvelables, les technologies de stockage, si nous pouvions faire en sorte que 50% des exploitations agricoles avaient accès à ces énergies renouvelables alors qu'elles n'ont pas d'accès à l'électricité, cela serait énorme pour 150 millions d'exploitations agricoles. Le stockage à lui seul aurait des retombées énormes sur nos revenus parce que la micro-irrigation serait rendue possible pour de nombreuses exploitations agricoles. Les retombées seraient donc énormes. Et quand nous nous sommes intéressés à cette question, nous nous sommes rendus compte que la technologie ne suffit pas parce que la technologie existe déjà. La question est, les écosystèmes sont-ils en place qui permettront d'utiliser à plus grande échelle ces technologies d'une manière durable et d'une manière équitable? Comment créer ces écosystèmes s'ils n'existent pas encore? Et ce, dans l'ensemble des secteurs. Comment créons-nous des systèmes de partage de données transfrontaliers, par exemple? Comment arriver à un accord entre le secteur public et le secteur privé, ou plutôt le secteur et les individus sur le partage des données? Les exemples sont rares, mais je me tourne vers vous. Vous avez parlé des drones. Comment mettre en place cette infrastructure de manière équitable afin qu'elle soit le squelette de nos systèmes de l'avenir? Ce sont des écosystèmes, je le répète, qui auront le rôle le plus essentiel à jouer. Et enfin, un autre domaine auquel nous commençons à nous intéresser est la question des encouragements à la transition. Patrick l'a bien dit, nous devons changer la manière dont nous analysons et exploitons le système alimentaire. Pour cela, il faut que nous passions en modalité de transformation, évolution, et cela ne se fera pas du jour au lendemain, il faudra du temps. Évidemment, les gouvernements ont un rôle essentiel à jouer, les subventions gouvernementales. Comment évolueront-elles afin d'encourager la transition? Comment faire cesser ces subventions qui sont contre-productives et qui encouragent les systèmes traditionnels et néfastes plutôt que des modèles durables, efficaces, équitables, qui nourrissent vraiment? Mais le secteur privé a aussi son rôle à jouer parce que les modèles qui doivent être mis en place doivent être
innovant. Comment, dans le secteur de la finance, peut-on reproduire ce qui a été fait dans le secteur de l'énergie, les fonds de pension, les modèles d'encouragement entre guillemets financiers doivent être repensés afin que, comme ça a été fait pour les énergies fossiles, on cesse d'investir dans ce qui est néfaste et on commence à investir dans ce qui est le plus utile pour rendre nos systèmes durables. Comment allons-nous encourager les agriculteurs si tous les coûts sont supportés au niveau de l'exploitation agricole, cela ne fonctionnera pas. Comment alors opérer un transfert de responsabilité? Comment encourager des centaines de milliers d'agriculteurs en même temps à évoluer afin que leurs exploitations agricoles soient plus durables, viables et qu'elles puissent devenir les puits de stockage de carbone de l'avenir et que l'on commence cette transition? Et enfin, comment encourager les consommateurs eux-mêmes qu'ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision de consommation, à chaque achat, ils font un choix qui aura des retombées sur l'avenir de la planète, sur la santé et sur l'avenir de l'humanité finalement. Comment donc encourager les consommateurs Et je conclurai avec ces trois aspects. Il faut que l'on repense notre coopération. Il faut que l'on construise des systèmes durables et inclusifs. Il faut ensuite que l'on construisent des écosystèmes d'innovation qui permettront de promouvoir l'innovation nécessaire pour avancer. Et enfin, il faut que l'on crée un système d'encouragement qui permettent à nos systèmes d'être effectivement efficaces, effectivement durables, effectivement viables. Et je conclurai en me tournant vers la FAO pour poser une dernière question. Comment utiliser l'idée d'un sommet en 2021 proposé par le secrétaire général des Nations Unies pour faire de ces 18 prochains mois une période qui sera un terreau fertile pour faire des propositions lors de ce prochain sommet pour les 10 à 20 prochaines années. Merci beaucoup pour ces quelques questions que vous avez posées qui seront très utiles pour la suite. J'apprécie tout particulièrement ce que vous avez dit pour tout ce qui est de l'innovation et de l'inclusivité, bien sûr. Puisque personne ne peut être laissé sur le bord de la route si nous voulons avancer. La question des modèles d'encouragement pour les entreprises, les fonds de pension doivent commencer à faire ce genre de pas en avant et il faut que tout le monde sache exactement en quoi les investissements dans ce secteur sont importants. Et puis les consommateurs, bien sûr, doivent comprendre que nous, tous, en tant que consommateurs, nous pouvons contribuer à faire avancer les choses sans imposer notre volonté aux agriculteurs qui devraient produire uniquement ce que nous voulons obtenir et pas seulement ce qu'ils peuvent faire. De nombreuses questions que vous posez qui sont extrêmement importantes et qui inspireront, je crois, un débat important.